bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Sandra Melon et Monsieur Michael Kirtley. Bonjour. Bonjour Abdelatif. Bonjour Abdelatif, merci de nous recevoir, Michael et moi. C'est un grand plaisir de partager ces moments avec vous et Arc-en-Ciel. Plaisir est partagé. Je suis heureux de vous avoir les deux en même temps. C'est une occasion aussi de donner la parole aux deux sexes par rapport à un dossier très important et aussi qui touche la quasi-totalité de l'humanité à notre jour, notamment cette pandémie dite la Covid-19. Et notre thématique de ce jour, la Covid, révélatrice et déterminante d'un nouvel ordre mondial. Il faut bien préciser à notre auditoire que Madame Sandra Juvara Melon est présidente du conseil d'administration de Search for Common Ground Europe, membre fondateur du Bureau européen de liaison pour la consolidation de la paix, de la plateforme européenne pour la prévention et la transformation des conflits et de l'initiative pour les enfants soldats. Elle a siégé au conseil d'administration de la Fédération internationale des associations en Belgique. Notre ami Michael Kirtley est diplômé en psychologie sociale et individuelle, fondateur de plusieurs ONG internationales qui avaient comme point de départ les relations sociales entre les groupes des religions au moment de tension. Il est cinéaste et grand reporter, expert en géopolitique du monde arabo-africain, observateur international, et il est aussi conseil en communication. Je vous dis bienvenue dans cette émission. Je suis heureux de vous avoir parmi nous. Dans un premier temps, si vous le permettez, ce sera ma première question à vous deux. Que la Covid nous a permis de s'interroger sur un certain nombre de questionnements, tant sur soi-même qu'autour de nous. Selon vous, quel est l'effet psychologique sur les individus et les groupes? Michael. Merci, c'est un grand plaisir de retrouver à l'antenne. C'est toujours une découverte extraordinaire d'être sur cette émission Arc-en-Ciel. Et Sandra, ça me rend tout humble d'être à côté de toi parce que je te connais depuis maintenant pas mal d'années et je sais que tu auras énormément à dire sur ce sujet. D'abord, il faut jamais oublier que dans l'histoire de l'humanité, on ne s'est jamais confronté contre ce genre d'ennemi commun à toutes les nations. Mais en même temps, comment on le ressent nous-mêmes? Je me souviens, disons, au début de la pandémie, on se disait, ça va nous rapprocher, ça va nous rendre plus solidaires les uns les autres. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a non seulement nous qui est concernés par cela, mais c'est nos pays. Est-ce que nos pays vont se sentir plus rapprochés et solidaires avec d'autres pays? Par exemple, on s'est rendu compte que peut-être à la fin de la route, on vit aussi bien en tant que pays qu'en tant qu'individu. On vit cette pandémie souvent assez solitairement. Pour moi, par exemple, pour moi personnellement, comme pour beaucoup de monde, j'en suis certain, c'était d'abord, disons, une certaine fébrilité. Nous avions besoin de nous consolider nous-mêmes, de nous prendre en main. On fait face à quoi? On fait face à un genre de confinement. On nous parle de confinement. Il y a beaucoup de nouveaux mots. Et tout d'un coup, on se dit, on va y aller. On va confronter cela. Mais par la suite, on s'est rendu compte que peut-être, c'est pas si simple que ça. On nous dit de porter des masques, pas porter des masques. On dit qu'il va y avoir des remèdes de différentes sortes. Il y a des complots, des conspirations. On commence à se douter de soi-même et on doute de tout autour de nous. On commence à avoir peur de rencontrer nos amis parce que peut-être ils ont été contaminés. On se replie. Je me replie moi-même sur des moyens de communication comme Skype et Zoom. On n'a même pas le droit de donner une accolade à un copain, ni souvent à sa propre famille.
j'ai la chance personnellement de vivre ensemble avec mon épouse, ce qui soulage de beaucoup la sensation de solitude. Néanmoins, je me rends compte que je ne peux pas voyager, que je ne peux pas faire mon travail comme d'habitude, et que finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau individuel et social? Hier, j'étais en train de parler avec, par téléphone, hein, comme d'habitude, avec une amie psychiatre qui me dit, j'ai l'impression que tous mes patients sont devenus idiots. Et je lui ai demandé, mais il a dit, mais je me rends compte que autant ils souffrent d'une malaise et souvent même des maladies mentales et beaucoup d'angoisse, autant ils ne peuvent plus exprimer ça. Ils ne savent plus parler, ils ne savent plus raconter quoi que ce soit sur leur vie. Et à beaucoup d'exceptions, évidemment, c'est ça que je rencontre moi aussi. Les conversations dans la rue, les conversations même avec ma famille deviennent très souvent scriptées d'avance et souvent, disons, pas très intéressantes. Alors on essaie de soulager ça, on essaie de répondre à ça, mais je pense que ce qu'a dit mon ami psychiatre, ça peut se dire, disons d'une façon globale, sur notre sensation vis-à-vis de tout ça. On a l'impression de devenir de plus en plus bête, si je peux dire. Et je vais passer la parole à Sandra, parce que je sais qu'elle a des choses à dire là-dessus aussi. Bien entendu, Michael, mais avant que je passe la parole à Sandra, on aimerait bien savoir comment les ONG aussi, mis à part ce que vous venez de développer, Michael, sur la base d'une personne tout court, mais les ONG, comment aussi vivent cette pandémie par rapport à leur activité, par rapport aussi à leur mission, hein, quelque part. Par rapport aux ONG, je suis sûr que Sandra est mieux placée que moi. Et par rapport à mon activité principale de cette dernière année, c'est surtout dans le documentarisme, dans le cinéma. Et ce que je constate, c'est que c'est toujours, disons, des doutes sur tout. Je peux planifier. Par exemple, j'étais invité il y a déjà 4 mois à participer dans une grande conférence concernant le terrorisme au Sahel, parce que je suis en train de faire un film concernant la réponse au terrorisme. Et à 4 reprises déjà, cette conférence a été annulée, en tout cas reportée à cause de la pandémie. De la peur non seulement de Covid, mais aussi de voyager et de ne pas pouvoir revenir de là où on voyage. Donc, ça, c'est un petit exemple, mais aussi le fait de parler à des maisons de production qui, même s'ils croient que je suis capable logistiquement d'accomplir le travail, ils se posent des doutes sur leur capacité de pouvoir mettre en place l'infrastructure pour passer rien qu'un film. C'est très intéressant dans ce métier. Il y a plein d'histoires à raconter, mais quand on travaille en dehors de la France, on est tout de suite confronté à des réalités qui n'existaient même pas avant. Donc ça veut dire que je ne suis pas seul. Ça veut dire que pour un tas de métiers qui dépendent de travail concernant d'autres pays, tout est mis en doute. Maintenant, mon épouse, par exemple, elle travaille dans le conseil. Avant, elle pouvait avoir un contact direct avec ses clients. Maintenant, elle ne peut pas. Et ça l'angoisse parce que eux-mêmes sont angoissés. Donc, ce genre de travail c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'humanitaire. Je pense que Sandra sera plus à même de parler de ce que ça veut dire par rapport au Covid. Exactement, je souhaite passer la parole à Madame la Présidente du conseil d'administration de cette grande organisation, Common Ground Europe. Madame Melon, pourriez-vous nous donner un aperçu par rapport à votre activité et son étendue et l'impact aussi du Covid sur son efficacité ces derniers mois plutôt?
Avec plaisir, Abdellatif, merci. Écoutez, je travaille depuis 30 ans dans la consolidation de la paix et la réconciliation, et notamment depuis 25 ans à Search for Common Ground, qui en français, la meilleure traduction c'est recherche de terrain d'entente. Comment les groupes politiques, religieux, nationaux, ethniques, etc., qui ont des différends, peuvent en venir à résoudre leurs différends qui sont normaux, mais à les résoudre sans violence. Nous travaillons dans presque 40 pays depuis 3 décennies. Tous ces pays sont très différents les uns des autres, le Yémen, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, la Palestine, tous très différents les uns des autres. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Des gens qui veulent, bien entendu, comme la majorité de la planète, vivre en paix. Et quelquefois, la force de la voie pacifique est éteinte quelquefois pendant un moment par les violences et les actions politiques et financières autres. Bref, nous travaillons à un niveau politique national, mais nous travaillons aussi énormément avec les groupes de la société civile de tous les côtés, avec le plus d'impartialité possible. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à donner tort ou à raison à qui que ce soit, et nous créons des équipes qui sont représentatives des différences dans ce pays. Donc, par exemple, au Nigeria, magnifique et énorme pays en Afrique, notre équipe, disons qu'il y a à peu près 55 personnes, l'équipe de Search for Common Ground est représentative de la variété qui existe au Nigeria, c'est-à-dire des musulmans, des chrétiens, des hommes, des femmes, des jeunes, des gens plus âgés, des gens avec beaucoup d'éducation formelle, des gens avec moins d'éducation formelle, etc., etc. Et cette équipe-là, qui est à 97%, je pense, locale, nigériane, crée des espaces où les parties au conflit peuvent s'exprimer librement, en confidentialité, en confiance, et chercher ensemble non seulement quels sont les problèmes, mais quelles pourraient être les solutions pour que ces problèmes soient résolus et qu'il y ait moins de chances de violence dans leur pays. Voilà. Et ça aboutit parfois ces interventions? Ça aboutit absolument. Mais bien entendu, on dit souvent que la consolidation de la paix, c'est 3 pas en avant, 4 pas en arrière, et puis un grand saut en avant. Il y a, ce n'est pas linéaire, comme on dit. Cela étant dit, c'est clair et net que ce soit au Rwanda ou au Burundi, où moi j'ai commencé ma carrière pendant les guerres civiles dans les deux pays, ou que ce soit en ex-Yougoslavie, où nous avons commencé à ce moment-là aussi, les années 90, 95, c'est clair que quand on s'y met, c'est-à-dire la communauté internationale, les gouvernements locaux et les groupes de la société civile en même temps, avec une attention continue et soutenue, des solutions se trouvent. Cela étant dit, ce qui est fascinant dans le processus lui-même est que les intérêts de certains groupes, bien entendu, veulent autre chose. Nous remarquons avec la Covid qu'il y a eu une mobilisation internationale, comme Michael le disait tout à l'heure, et vous-même, Abdellatif, qu'une mobilisation
historique. C'est du jamais vu. Je veux dire, aussi rapidement, une telle mobilisation de tellement de gouvernements, de tellement de ressources, avec une agilité d'une certaine façon presque totalitaire, mais enfin une agilité internationale très forte. Vraiment, c'est du jamais vu. Dans les pays en voie de développement, dans les pays qui sont en conflit violent ou qui risquent de l'être, cette Covid est une calamité encore plus grande qu'en Europe ou aux États-Unis. Et nos collègues, qui soient en Afghanistan, en Syrie, en République démocratique du Congo ou au Népal, je parlais justement ce matin à nos collègues en Birmanie, au Myanmar, rien de pire que cette Covid et la mobilisation internationale pour mettre un frein sur les processus de pacification et de paix dans leur pays. Parce que le monde entier est vissé sur la Covid, cette pandémie, et ne prête pas suffisamment d'attention, non seulement, comme disait Michael tout à l'heure au sujet de la psychologie, mais aussi de la médecine. Les gens dans les domaines médicaux, je parlais à un chirurgien la semaine dernière qui me disait à Bruxelles, écoutez Sandra, c'est une calamité. Je n'ai pas un patient qui vient me voir seulement pour me parler de la Covid, alors que les tests qui vous maintiennent en prévention du cancer, les examens, les interventions, c'est non seulement très dur de les obtenir, mais les gens ne le font pas. Donc la prévention médicale, on le sait, on le lit par tous les médecins partout, la prévention médicale ne se fait plus comme elle devrait se faire, et la prévention des conflits violents ne se fait plus comme elle devrait se faire. Et quelque part, le fait qu'on ne peut plus aller, comme on dit, sur le terrain pour parler aux parties en conflit, par exemple, est totalement symptomatique du fait que les gens qui veulent faire des mauvaises choses, je simplifie les affaires, les gens qui veulent faire des mauvaises choses, eh ben, ils ont qu'à les faire parce qu'on ne peut pas les voir. Certainement, vu ce tableau presque noir, hein, comme vous dites, soit Sandra, soit Michael, c'est un tableau noir. Est-ce que peut-on dire que nous sommes en train de transformer avec un nouveau mode de vie, un nouveau mode de communication, un nouveau mode de régler les conflits comme vous faites Sandra, un nouveau mode aussi de travailler, puisque la difficulté elle est économique, tout bascule, la difficulté aussi elle est sociétale, elle est politique, elle est géopolitique, tout change. Peut-on considérer que nous sommes dans une nouvelle ère d'ordre mondial? Michael. Oui, d'abord, par rapport à ce que Sandra disait, je peux enchérir pour dire que ce nouveau paradigme qu'elle décrit existe non seulement dans le domaine du développement ou bien de la résolution de conflits, mais dans la communication. Je suis sûr que vous avez tous les deux remarqué qu'à la télévision, on nous bombarde de questions concernant la Covid et les réactions de différentes parties prenantes, c'est souvent assez bagailleux, mais en même temps, on oublie de nous parler, on occulte de nous parler plutôt d'autres pays, d'autres manières de faire face à cette histoire. Notamment, j'ai remarqué par exemple sur le site même de France 24 qui avant était très large dans sa façon de traiter des sujets venant de différentes parties du monde. Maintenant, c'est presque uniquement ce qui se passe en France, aux États-Unis. Donc, il y a, à mon avis, au niveau de la communication, qui est la base de changement, il y a un égocentrisme qui commence à s'éterniser
non seulement dans nos propres vies, parce que nos propres vies sont menacées à la fois par la maladie, mais aussi par l'anxiété, mais aussi au niveau du traitement des pays entre eux, pour revenir à ta question de l'ordre mondial. Ça veut dire, à mon avis, que nous rentrons dans un monde qui était un peu, si j'ose dire, comme le monde qui existait, disons, il y a 20-30 ans, quand il n'y avait pas d'Internet, pas parce qu'il n'y a pas la possibilité pour les gens comme Sandra et moi qui sont peut-être plus éveillés à ces questions, mais il n'y a pas l'accès actuellement à l'information qui peut nous toucher, qui peut nous faire réfléchir, et cette situation dramatique veut dire qu'à la fois nous devenons très recentrés sur ce qui se passe dans nos propres pays et accessoirement à ce qui se passe dans les pays qu'on considère des surpuissances comme la Chine ou les États-Unis, mais on devient de moins en moins concerné par ce qui se passe dans le reste du monde qui a ses propres problèmes qui sont, comme Sandra le disait tout à l'heure, peut-être plus calamiteux même que ceux contre lesquels on se confronte nous-mêmes. Donc je pense que par rapport à l'ordre mondial, évidemment, il y a la façon que chaque pays, que ce soit la Chine ou la France, les États-Unis ou l'Allemagne, fait face à la pandémie, on l'entend tout le temps, mais finalement, on s'intéresse surtout à ce qui se passe chez nous. Et je pense que c'est un début d'un changement, d'abord à la fois psychologique, et deuxièmement, à la fois de l'ordre mondial pour les années à venir. C'est-à-dire la pandémie au niveau du virus va peut-être s'amoindrir dans ses effets dans les prochains mois ou au moins dans une prochaine année ou deux, mais l'effet psychologique non seulement sur les individus, mais aussi au niveau international, va s'éterniser pendant, à mon avis, au moins une décennie. Ça veut dire aussi que les pays, par exemple, les pays africains et notamment au sud du Sahara, ainsi que certains pays en Amérique latine ou en Asie, se sentent de plus en plus détachés de ce monde occidental qui est en train de les laisser pour compte, sauf par les grands gestes quelquefois. Et ça se repartit au niveau des Nations Unies aussi. Donc, je laisse la parole à Sandra si elle veut s'enchaîner là-dessus. Bien entendu, Sandra, si vous le permettez, comment vous voyez cette charnière que nous vivons actuellement, cette transformation sur l'aspect économique ou même politique ou social, tout est en train de se transformer. Cette charnière, selon vous, s'agit-il d'un mirage ou d'une réalité qui risque de pérenniser? Merci. Écoutez, c'est tellement complexe tout ça, mais moi j'ai toujours tendance, ou j'essaye de toujours avoir tendance à voir le verbe, comment dire ça, le verre proverbial à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes en ébullition, ça c'est clair et net. En même temps, absolument partout sur la planète, nous avons une espèce de provincialisation et de domesticalisation qui veut dire qu'on se recroqueville comme des fœtus, si vous voulez, sur notre petite bulle sociale. Par exemple, en Belgique, notre bulle sociale, ce sont les gens qui vivent dans notre appartement, nous sommes 3, plus nous avons le droit de socialiser en personne avec un autre individu, point à la ligne. C'est la règle en Belgique maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'est pas bien dans son petit appartement et que soit on est seul dedans, soit que les gens avec lesquels on vit, c'est une analogie pour d'autres choses, mais ne sont pas gentils, on devient
dingues et solitaires. On est des êtres sociaux et sociables. Alors pourquoi je dis que malgré ça, il y a quand même le verre à moitié plein? Il y a deux choses. Une, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle nos gouvernements ont pris les décisions qu'ils ont prises. D'abord, c'était quand même pour des raisons altruistes et humanitaires. Je m'explique. C'est quand même une des fois dans notre histoire récente, une des seules fois dont je me souviens bien, où on s'est dit, écoutez, moi, j'accepte, et ma famille accepte, de faire des sacrifices pour le meilleur bien-être de certains autres qui sont probablement plus fragiles que nous, et de donner quelque part de ce que j'aime, de ce que nous aimons, de ce que nous avons, afin que quelqu'un d'autre aille mieux et qu'on ne risque pas que notre société s'embrase dans une pandémie pire que la grippe espagnole. Bon, ça, c'est pas mal. Moi, je pense que ce qui est tragique, c'est que avant la pandémie, avant surtout la réaction à la pandémie, c'est pas tellement la pandémie, c'est plutôt la réaction à la pandémie, nous avions peut-être un faux, mais nous avions un espoir, une lueur à la fin du tunnel et un sens de planification et de confiance en notre futur. Pas tout le monde partout, mais certaines personnes dans des coins plus privilégiés au sein de l'Europe même. Et ça, c'est parti. Les gens les plus optimistes que je connais dans vraiment tous les pays où nous travaillons, ils commencent à perdre un petit peu le sens de la patience parce qu'ils n'ont pas confiance en fait, et ça on vient de sortir une étude très intéressante dans 6 pays, Tanzanie, Ouganda, Kenya, Nigeria, Palestine et Yémen, qui révèle que dans ces 6 pays-là, les citoyens à grande majorité, depuis la crise de Covid, ont au moins 50% moins confiance en leur gouvernement. Car ils remarquent qu'ils changent d'avis comme de chemise proverbiale, qu'une semaine on vous dit une chose, la semaine suivante on vous dit une autre, et que même les solutions qu'ils disent vont venir ne viennent pas. Donc avec tout ça, il y a un brouhaha et un manque d'espoir qui est très prononcé, mais là où il y a le chaos, comme disent les Chinois, il y a aussi l'opportunité. Et l'espace peut être rempli de bonnes choses ou de mauvaises choses. Donc voilà. Ben écoutez, c'est assez clair, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont par rapport à cette situation unique, hein, quelque part. J'ai une toute petite question, si vous le permettez, Madame Sandra Malone, parce que ça peut vous concerner avant de passer la parole à Michael, sur un autre sujet que lui aussi le connaît, puisqu'il est américain. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sandra est américaine aussi. Ah ben, je ne savais pas. Ben écoutez, Sandra, je suis avec le... je ne le savais pas, mais sachez-le que vous êtes avec Michael, l'américain le plus marocain des Américains. En tout cas, votre réflexion, Madame Sandra Malone, est très importante parce que vous avez parlé d'un repli sur soi et d'un doute qui s'installe chez même les optimistes. Parlons par exemple sur cette notion de l'Europe. Au sein de l'Europe, comme vous le savez, il y a une grande communauté d'étrangers qui se trouvent dans ces pays. Selon vous, et notamment en Belgique, et puisque vous êtes spécialiste dans le domaine, notamment ces faits sociaux, comment vous voyez l'intégration dans l'avenir par rapport à ces étrangers d'ailleurs qui se trouvent sur le sol belge
qui peuvent s'appliquer sur d'autres sols, notamment la France ou ailleurs? Alors, écoutez, c'est clair, et ça a été prouvé depuis le début de la Covid, que les communautés d'étrangers en Europe, et je vous parle spécifiquement du cœur proverbial de l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est-à-dire Bruxelles, Belgique. Une tour de Babel absolument géniale, Bruxelles, j'adore. On parle d'arc-en-ciel, et il y a l'arc-en-ciel à Bruxelles, malgré la pluie qui est souvent là, ou justement grâce à la pluie qui est souvent là. Et il faut quand même distinguer, quand on parle d'étrangers, il y a tous les étrangers qui sont liés aux institutions européennes bilatérales, n'est-ce pas? Donc, que ce soit l'OTAN, la Commission européenne ou les ambassades et les missions locales auprès de l'Union européenne. Ça, c'est un groupe d'étrangers énorme. Et ça, ce sont des étrangers que je vais doter d'une étiquette privilégiée au maximum, n'est-ce pas? Position, reconnaissance, argent, protection, diplomatie, ressources. Bon. Et puis, il y a l'autre groupe d'étrangers qui est aussi magnifique et qui fait la beauté de Bruxelles aussi, mais qui est, lui, beaucoup moins privilégié dans le sens de bénéficier de postes dans les belles institutions qui payent bien, vraiment démunis non seulement de ressources financières, de par d'où ils viennent et comment ils sont venus et l'accueil qu'ils n'ont pas reçu ici, aussi très souvent victimes de racisme, victimes d'incompréhension, étant ici ne parlant quelquefois ni le français, ni le néerlandais, ni l'anglais. Et ça, c'est tout un autre topo en termes d'intégration en Belgique et dans l'Union européenne. Ce que nous savons, c'est que depuis la Covid, plus on est pauvre, et ça c'est pas juste Bruxelles ou la Belgique ou l'Europe, c'est le monde entier, plus on est pauvre du point de vue argent, plus on est marginalisé en tant que groupe ethnique, national, religieux, plus on est femme plutôt que homme, plus on est faible d'un point de vue médical ou du point de vue d'éducation, etc., plus la Covid vous casse et moins on a de ressources pour se battre contre la Covid ou la prévention et bénéficier de la prévention vers le Covid. Et ça, malheureusement, c'est à travers la planète. En deux mots, c'est la même chose qui se passe toujours. Plus on est démuni, plus il y a quelque chose qui s'ajoute et qui est dur comme une maladie comme la Covid, plus on est encore plus démuni. Et ça, je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. L'opportunité que nous avons, c'est vraiment d'ores et déjà, dorénavant, à partir de ce moment-ci, nous engager dans des processus d'intégration des étrangers et des différentes populations au sein de Bruxelles et de l'Union européenne d'une différente façon, avec des conversations, des tribunes, des dialogues et des modes de prise de décision qui sont différents. Mais écoutez, espérons-le, et je m'adresse à Michael s'il le souhaite rebondir sur cette question, puisqu'il vit aussi en France. Mais en même temps, ma question, Michael, puisqu'on parle des États-Unis, comme tout le monde a suivi la plus grande démocratie dans le monde, parfois entre guillemets sur un certain point, a été mise à l'épreuve. Suite à ce scénario inédit que tout le monde a pu constater cet affrontement à l'intérieur du Capitole suite
à la défaite de M. Donald Trump. Comment vous évaluez cette situation et notamment avec ce vecteur important Covid-19? Oui, merci Ablatif. D'abord, je rejoins Sandra dans son optimisme général sur l'avenir à partir du moment que les individus et les sociétés comprennent qu'il y a des autres risques. Si on avait pensé comme plusieurs pays asiatiques ont pensé qu'il risquait d'avoir une pandémie, on aurait été mieux préparé, que ce soit au niveau des pays ou au niveau même des Nations Unies. Donc je crois qu'il est le moment effectivement de commencer à penser à toutes ces autres menaces qui existent par rapport à notre existence et qui vont venir vers nous. Et je pense que nous avons une grande opportunité par rapport à ces choses-là. Autrement, nous avons aussi la possibilité que des sociétés ailleurs qu'en Europe et aux États-Unis se prennent en main plus qu'avant. Je vois ça dans certains pays où je travaille, notamment au Niger. Il y a une certaine idée de solidarité nationale par rapport à la pandémie et j'espère par rapport à d'autres choses par la suite. Concernant les États-Unis, moi aussi je vois là pas mal d'espoir. Pendant 4 années, l'administration Trump s'est soustrait carrément du leadership de l'Amérique concernant des grandes idées mondiales et excessivement pendant la pandémie, c'était comme si l'Amérique n'existait pas sur les plateformes internationales. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a un grand débat, un débat qui est quelquefois inventé d'une façon émotionnelle, mais aussi d'une autre façon, qui est plus philosophique, c'est le grand débat entre la liberté individuelle et la nécessité de protéger la société. Le président Trump a misé beaucoup sur sa capacité de séduire des personnes, surtout dans sa base, mais je suis sûr qu'il pensait que ça pourrait séduire d'autres, en disant que la population était libre de choisir ce qu'elle voulait faire, donc ce qui a laissé courant à un tas de dérapages de tous les côtés aux États-Unis, et ce qui a finalement mené à sa défaite. Ça veut dire que, à mon avis, que la plus grande partie de la population américaine a choisi de se laisser guider par rapport à cette grande calamité qui nous affronte. Et cette décision de voter massivement à la fois contre le président Trump et pour une génération, pas une génération, mais une façon de voir le monde peut-être plus paternelle. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y avait une éveil de la société américaine par rapport à ce que disait tout à l'heure Sandra, une sorte de responsabilité sociale. Bon, on peut beaucoup dire sur ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Il y a des clivages énormes, il y a des questions comme le racisme, comme la pauvreté, qui sont des sujets à traiter extraordinaires, mais je crois que par rapport à l'Amérique en tant que telle, on peut espérer que grâce à peut-être grâce à la fois à la réaction contre le président Trump, mais aussi grâce à un nouvel essor qui arrive dans le pays, aujourd'hui, on peut espérer que certaines choses qui existaient pendant ces dernières 4 années vont commencer non seulement à changer dans le sens des paroles, mais aussi effectivement. Par rapport au reste du monde, ça veut dire que à la fois il y a le scepticisme du côté européen,
parce qu'ils ont vécu maintenant depuis 4 ans sans une vraie participation de leadership de la part de l'Amérique, mais c'est aussi cette vide qui a existé a donné la possibilité pour la Chine de prendre beaucoup de place qu'elle n'avait pas dans le passé par rapport à beaucoup de questions. Donc, je crois qu'au niveau de l'ordre mondial, l'arrivée disons, des forces anti-trumpistes, si on peut le dire comme ça, représente une chance pour les États-Unis et peut-être une chance aussi pour l'Europe de se stabiliser par rapport à sa politique internationale. Peut-être ils vont accepter de reprendre l'idée de leadership américain, mais peut-être eux aussi vont se sentir obligés de se recentrer sur leurs propres responsabilités. C'est à voir. Écoutez, Michael, espérons-le, sauf que, comme vous le savez mieux que moi, les États-Unis est partagé presque en deux. Et l'événement du Capitole, c'était pas un événement mineur, c'est un événement majeur qui s'est passé au Capitole, peut se traduire par une perte de la boussole quelque part. Alors, ma question que je l'adresse à Madame Sanda, comment vous évaluez cet impact au niveau monde entier, puisque la plus grande démocratie passée aux États-Unis lors de ces élections? Merci de votre question, Abdellatif, et merci de ce que tu as dit, Michael, au sujet des États-Unis. Ton analyse me touche et me semble cohérente. Je remarque que beaucoup des choses que tu as soulevées me viennent aux oreilles par des amis et des collègues aux États-Unis. C'est clair. Justement, Abdellatif, oui, juste pour que vous sachiez, je suis donc mon père était américain et ma mère est moitié française, moitié roumaine. Donc, depuis le début de ma vie, j'ai toujours été exposée aux systèmes politiques et sociaux de ces trois pays très différents, en fait. Et j'ai eu le grand privilège de vivre en Afrique, beaucoup de ma vie, en Afrique subsaharienne, beaucoup de ma vie. Et donc, quelque part, votre question au sujet de comment le reste du monde, d'après ce que je sais moi, voit ce qui se passe aux États-Unis, je vibre avec. Donc, je peux vous dire que l'autre jour, je parlais à un ami au Caire, en Égypte, et il m'a dit une chose qui m'a touchée, c'est que très très profondément, il ressentait que la société autour de lui a eu excessivement peur de ce qui s'est passé aux États-Unis parce que cette image d'une horde, si vous voulez, en désordre le plus total, instigée par un président, donne une image non seulement d'une espèce de violence, mais de quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'on imagine être une démocratie avec un grand D, n'est-ce pas? Et que ce qui était catastrophique, c'était que pour les groupuscules que lui connaissait, qui auraient tendance à s'associer avec des mouvements de violence en Égypte, que eux, ils étaient enchantés, car même aux États-Unis, c'est OK de faire ce genre de révolution, pas très civilisée, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et donc, il y avait un sens d'une tristesse profonde, que si l'Amérique donne cet exemple-là, c'est encore pire pour non seulement
dictature, mais groupuscules violents qui se disent, eh ben écoutez, on voyait depuis déjà 4 ans l'exemple d'un président qui n'avait pas tellement l'air d'avoir envie de suivre les principaux démocratiques et parlementaires, etc. Et maintenant, c'est encore pire. Donc, bon, ce que je constate, c'est que depuis l'inauguration de M. Biden, les collègues et les amis en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient semblent rassérénis d'une certaine façon, car il y a un retour à une diplomatie profonde et un sens plus réel d'humanité, d'humanitarisme et des gestes dès le premier mot, tant du président que du vice-président, qui démontrent que ce n'est pas le privilège juste d'un groupe, d'une couleur, d'une race, d'une religion qui a tous les droits, ni d'un seul individu. Madame Sandra Malone, et ça va être ma dernière question si vous le permettez, et je donnerai la parole à Michael. Vous êtes une femme de paix, une femme qui œuvre pour la paix, une femme qui essaye de mettre du monde sur la table pour échanger, c'est en se parlant qu'on arrive à trouver des solutions. Quel message devant cette pandémie, devant ces moments de doute, comme vous le savez, quel message adressiez-vous à ceux qui se disent ce sont des sages, qui gouvernent quelque part, qui ont un poids quelque part, soit politique, soit financier, soit économique? Quel message adressiez-vous à ces gens-là pour que nos enfants, nos petits-enfants, l'humanité puisse vivre en paix et on oublie les moments douloureux qui a vécu cette humanité dans le passé et notamment le passé récent? Merci Ablatif. En un mot, pour moi, c'est la communication. Et je reviendrai là-dessus, mais d'abord, je voulais m'adresser à ce que je pense avoir été ta question plus tôt. C'est le clivage qui commence à exister entre les très riches et les autres, entre le mouvement de flot d'argent vers des petites comités de personnes et le manque relatif d'argent chez les autres. Et je voulais simplement dire que je ne pense pas que ça date de cette année-là. Peut-être la Covid a donné une nouvelle élan à ce genre de clivage, mais je pense que nous rentrons dans un monde où, comme on l'a dit à maintes reprises, où les grands échiquiers vont pouvoir débourser le plus d'argent pour déterminer ce qui va se passer. On ne peut qu'espérer, pour l'instant, parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain, cette situation, on ne peut espérer que les personnes, comme on le voit quelquefois, les personnes qui sont privilégiées de cette façon agissent pour le bien de tout le monde. Mais on peut aussi craindre que ça devienne une dictature de l'argent. Bon, sur cette note un peu, disons, fataliste, je voudrais quand même souligner que nous avons aujourd'hui des grands outils de communication qui peuvent influencer des millions de personnes qui n'ont jamais existé auparavant. Bon, ces moyens, que ce soit des réseaux sociaux ou d'autres, peuvent influencer des gens à avoir, par exemple, ils peuvent devenir complotistes, ils peuvent avoir des gens avec des mauvaises intentions, de conspiration, comme on a vu avec la montée du mouvement QAnon ces dernières années. Mais aussi ces moyens
communication peuvent servir à ce que les parties de la population qui sont plus démunies puissent, disons, raconter leur histoire afin que les autres puissent les comprendre, afin que les autres puissent non seulement les aider, mais devenir plus proches d'eux. Parce que il y a deux façons d'aider les autres. La première façon, c'est simplement de constater un besoin et d'assouvir à ce besoin. L'autre façon, c'est d'aider en disant tu es un frère ou tu es une sœur. Et de se rendre compte que nous existons sur une planète, comme je disais au début de la conversation, toutes les nations sont atteintes d'une façon ou d'une autre, et d'habitude gravement, par cette pandémie, mais ce n'est pas la seule chose qui nous atteint. Une grande chose qui nous atteint, c'est le manque de compassion pour ce qui se passe pour les autres. J'espère, en tout cas, le mot que je voudrais laisser à la fin, c'est que nous trouvons tous la possibilité aujourd'hui, puisque nous sommes isolés, de partir vers ailleurs, parce que nous avons la possibilité de le faire actuellement. De partir, même si on ne peut pas voyager physiquement, on peut voyager de maintes d'autres façons, et de commencer à écouter. Parce que si nous ne commençons pas à écouter, cette pandémie ne sera pas la dernière fléau qui dérange notre société. Et au-delà de tout, je crois qu'il y a aussi la fléau de notre conscience et de nos consciences communes. Dans le passé, par exemple, quand il y avait une famine en Éthiopie, on pouvait réunir des dizaines de chanteurs qui chantent pour la famine en Éthiopie, et il allait y avoir une certaine réaction qui allait apporter beaucoup d'argent pour aider. Mais après, qu'est-ce qu'on connaissait des Éthiopiens à l'époque? Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des gens qui habitent en Centrafrique ou en Birmanie? On connaît presque rien, mais maintenant nous avons la possibilité de mieux connaître nos confrères. Et si je peux laisser un espoir après que toute cette crise d'anxiété se serait amoindrie et peut-être estompée, que nous avons la possibilité qui existe déjà de rester en contact avec le reste du monde et d'apporter non seulement du soutien, mais d'une écoute. Et avec cela, je pense que Sandra aura peut-être un petit mot à dire là-dessus. Bien entendu. Madame Sandra Malone. Merci. Absolument, Abdelatif et Michael, absolument. Les moyens de communication, l'empathie, etc., absolument. S'il y a bien une chose que la Covid, que cette pandémie nous démontre, c'est bien que nous sommes une race humaine, qu'il n'y a pas de frontières pour les virus et il n'y a pas de frontières pour la paix. Si tu es malade, je suis malade. S'il n'y a pas de paix pour moi, à un moment donné, il n'y aura pas de paix pour toi. Ça, c'est clair et c'est net. On le voit, on le voit, on le voit. La mobilisation qui s'est faite autour de la Covid démontre aussi qu'on a la capacité de se mobiliser quand on le veut. Alors maintenant, moi je vois qu'on peut très bien se mobiliser pour non seulement guérir de la Covid et se vacciner contre la Covid, mais on peut aussi se vacciner contre le fléau qu'est la violence. Et c'est dans les moments les plus noirs, gris et difficiles que les solutions lumineuses émanent. Et nous y sommes. Il y a une conscientisation que le monde est lié, une personne à un bout de la planète à l'autre. Je pense que nous pouvons faire un grand pas
dans notre humanité. J'espère que cette conscientisation sur tout ce qui est pollution, tout ce qui est armement, tout ce qui est autres fléaux non médicaux mais réels, on peut vraiment, grâce aux moyens de communication et à une volonté, évidemment, sociétale et politique, se lever pour. Madame Sandra Malon et cher ami Michael Kurtli, comme vous le savez, et vous êtes tous les deux d'accord sur le concept de la communication, ça me touche à titre personnel. Nous sommes dans une petite émission qui s'appelle Arc-en-Ciel, avec les moyens d'abord, mais bien sûr elle s'adresse à qui de droit, que cette communication se fait aussi à travers ce que vous êtes en train d'évoquer depuis tout à l'heure, avec ses déceptions, avec ses espoirs, avec cet avenir incertain. Nous sommes en train aussi de faire un effort dans ce sens en vous invitant. C'est presque une heure de discussion avec vous. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Je tiens à vous remercier infiniment de cette largesse de cœur et de cette franchise aussi. Et Michael, on a l'habitude avec lui depuis un certain temps, mais je viens de découvrir une dame de valeur. Sincèrement, ça me touche à titre personnel. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Abdelatif. Merci Abdelatif, merci beaucoup Michael, à bientôt. À bientôt.